Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Des livres et des lettres. C'est votre rendez-vous hebdomadaire d'échange autour d'un ouvrage. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, la perspective d'emploi. Évidemment, la question qui frappe ou qui intéresse particulièrement et singulièrement les jeunes en Afrique, c'est la question de l'emploi. Mais dans une société en pleine mutation, touchée par ce qu'on peut appeler aujourd'hui la révolution technologique et numérique, comment est-ce qu'il faut aborder justement cette question donc de l'emploi? Quelles sont, je dois dire, les possibilités, les perspectives? Je crois que c'est l'esprit de cet essai proposé par Dalino Steve Goudou que nous recevons donc sur notre plateau. Monsieur Goudou, bonjour. Bonjour, bienvenue sur mon plateau. Alors vous vous intéressez un peu à tout ce qui touche l'Internet, oui. À tout ce qui touche l'intelligence artificielle. C'est vrai que nous sommes dans un monde qui va très vite aujourd'hui. Et qui essaie de distancier l'homme de son vis-à-vis. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un élément fondamental dont il faut tenir compte pour aborder la question de l'emploi? D'abord, avant de répondre à votre question, je vais d'abord définir le terme intelligence artificielle. Alors, en intelligence artificielle, c'est tout système informatique qui permet de réaliser mieux que nous des tâches intellectuelles autrefois réservé au cerveau biologique des humains. Alors on voit donc clairement que dans presque tous les secteurs que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, va toucher, et on aura la disparition de centaines de milliers d'emplois. Il faudrait donc que nous tenions en compte de ces mutations-là. Il faudrait que notre système éducatif se réinvente afin d'orienter les enfants aujourd'hui vers des endroits où ils seront complémentaires à l'intelligence artificielle, au lieu de les envoyer comme on le fait aujourd'hui vers des endroits où ils se feront laver. Quels sont les domaines ou les professions, les emplois qui sont touchés ou qui seront touchés à votre avis? Nous avons l'éducation qui sera véritablement touchée. Nous avions eu le cas de la Covid-19 passé en 2020. Et quand il y avait eu cette pandémie de la Covid-19, vous avez vu que la plupart des universités ont été obligées de faire des cours en ligne. Donc, en fait, la Covid-19 a ouvert nos yeux sur d'autres possibilités d'enseignement. Et donc, avec la révolution du e-learning, on peut dire que d'ici très bientôt, même le métier d'enseignant aussi pourrait être automatisé en fait. Ah oui, carrément. Hein? Est-ce que quelque part, ça ne va pas perdre justement son goût de contact? L'enseignant qui est devant vous, c'est toujours plus intéressant que quelqu'un qui vous parle à l'autre bout du fil ou quelqu'un qui a enregistré quelque chose sur une plateforme que vous suivez. Ok. C'est vrai, vous avez raison. En fait, l'IA ne va pas faire disparaître le métier d'enseignement. En fait, le rôle de l'enseignant dépasse largement le maître pasteur de connaissance. L'IA va surtout plus assister le professeur dans son rôle de transmission de savoir. L'enseignant sera là pour voir l'évolution du cours, c'est-à-dire l'empathie, toutes ces qualités, ce sont des qualités que seul un être humain peut faire. Mais là où l'IA va surtout intervenir, c'est au niveau des tâches récurrentes comme la correction, bien les évaluations. L'IA va surtout aider l'enseignant à mieux mener ses activités d'enseignant. Voilà. Mais il faut dire qu'on aura, c'est vrai, la profession d'enseignant ne va pas disparaître, mais il y aura une compression du nombre d'enseignants qu'on aura dans le secteur éducatif. Voilà. C'est-à-dire que l'IA va alléger ou prendre en charge sur lui une bonne partie, je dois dire, des activités de l'enseignant, de sorte à ce qu'on n'en aura pas besoin de beaucoup. Là, mais vous présentez cela comme un danger, pourtant c'est une opportunité, non? Ouais, mais déjà dans un pays où déjà le taux de chômage est sans cesse grandissant, on voit là clairement qu'avec l'avènement des technologies médicales, on aura surtout une augmentation de l'espérance de vie, on aura aussi une diminution du taux de mortalité infantile, on aura aussi une augmentation des naissances. Et dans un pays où le taux de chômage est sans cesse grandissant, vous êtes d'accord avec moi que une automatisation des tâches ou bien la disparition des tâches
plongerait encore la population beaucoup plus dans la précarité. Donc c'est vrai, c'est important, et c'est bien, mais comment résoudre la Oui, mais question? l'IA, justement, nous fait des ouvertures aussi à travers, je dois dire, la naissance et l'apparition de nouveaux métiers. Exactement, il y a ce qu'on appelle la destruction créatrice. Vous savez, le monde a connu plusieurs types de révolutions. On a passé de l'ère agraire à l'ère industrielle. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et chaque fois qu'on a eu ces différentes révolutions, il y a ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire que des anciens métiers disparaissent pour faire place à de nouveaux métiers. Mais la différence cette fois-ci, c'est que les nouveaux métiers qui vont apparaître ne combleront pas le vide qu'aurait créé la disparition des anciens métiers. Comment ça? Ok. Et comment ça? Il faut dire que beaucoup, quand vous regardez... Je vous donne un exemple. Ok. On connaissait les métiers comme les métiers d'horloger, Oui. par exemple, qui ont disparu. Oui. Parce que justement, il y a le téléphone qui est apparu. Les pendules ont disparu de nos maisons. Parce que justement, on n'a plus besoin forcément de recourir justement à cela pour mesurer le temps. Mais en même temps, il y a les réparateurs de téléphones qui sont apparus. Oui. Il y a eu, je dois dire, les vendeurs de téléphones, il y a eu des concepteurs de téléphones, on a amélioré les gammes, on a varié les gammes, etc. Du coup, on ne peut pas dire que ça ne répond pas, en tout cas du point de vue quantitatif, je dois dire à la pète qu'on a créée justement. Ok. Là maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ces nouveaux métiers qui sont apparus concernent toujours, concernent surtout Le secteur, le domaine. le secteur ou le domaine en fait. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, si je prends par exemple le métier d'expert comptable, aujourd'hui il y a des algorithmes qui peuvent effectuer le compte mieux que le comptable, mieux que l'expert comptable et beaucoup plus rapidement et efficacement. Alors, si l'expert comptable, c'est vrai, si l'expert comptable ne revoit pas en fait sa mission, c'est-à-dire quoi, au lieu de, l'expert comptable ne sera plus là pour effectuer des comptes en fait. Il doit pouvoir changer, il doit pouvoir se réadapter. Voilà, se réadapter à cette mutation-là. Et donc, c'est ce que je suis en train de en relever. Et cette adaptation, s'il n'est pas formé à cette... bon, je laisse l'exemple du comptable. Je prends le domaine de la santé dans lequel je suis. Aujourd'hui, je dis, à voir toute la révolution qui aura lieu dans le domaine de la santé, je pense que le médecin de 2030 ou bien de 2035 ne sera pas le médecin de 2022 qui, avec son stéthoscope, va analyser un patient. Ce sera un spécialiste de la biomécanique, de la bioinformatique et des systèmes, et de systèmes experts. Mais malheureusement, on voit clairement que notre enseignement aujourd'hui ne nous permet pas de maîtriser ces outils-là en fait. Et donc du coup, un médecin qui va sortir d'ici 2 à 3 ans, bon, ouais, voilà, ou bien d'ici 5 à 10 ans, sera déphasé, il ne sera pas en phase avec l'évolution du monde en fait. Et donc, là maintenant, c'est vrai, il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître, mais ce ne sera pas accessible aux médecins qui sortiront. Ils vont devoir se réadapter, se réinventer aussi. Voilà, se réadapter et se réinventer même. Oui, mais comment est-ce qu'on fait alors? Comment est-ce qu'on anticipe? Comment est-ce qu'on corrige? Puisque le monde est continuellement en mutation, Oui. connaît des changements, surtout avec la technologie qui n'est pas du tout stable. Aujourd'hui, vous découvrez quelque chose, pendant que vous cherchez à comprendre comment ça fonctionne, il y a déjà quelque chose d'autre qui est apparu, Voilà. etc. Et c'est tellement dynamique. Est-ce que l'école pourra véritablement préparer l'homme pour être toujours actif et au point en fonction des changements, des mutations qu'on note là? Oui, l'école pourra, mais il va falloir... Puisque vous en parlez, vous appelez l'école justement à revoir un peu, je dois dire, le curricula de formation, l'adaptabilité de l'homme, etc. Et à tourner l'esprit de l'homme vers l'avenir et les changements qui s'annoncent. Oui. En fait, l'école a un immense rôle dans cette révolution. Il va falloir, comme je l'ai dit au début, il va falloir qu'il y ait une cellule de prospection à l'éducation nationale. Il faudrait que l'école aujourd'hui
pense à l'avenir des métiers, à l'avenir de l'IA, de l'intelligence artificielle, afin de voir comment orienter les enfants vers ces endroits-là où ils seront complémentaires à l'IA au lieu de les envoyer comme on le fait. En fait, si on ne fait rien aujourd'hui dans notre système éducatif, on envoie tout doucement nos enfants au casse-pipe face à l'intelligence artificielle. Parce que l'IA avance plus vite que nous, elle est très rapide. Bon, regardez, il faut par exemple plus d'une trentaine d'années pour avoir un médecin chirurgien chevronné. Mais il faut quelques heures pour mettre au point, ou bien il faut un temps infiniment petit pour mettre au point un algorithme qui est capable de faire le compte et qui est capable de faire une opération chirurgicale de façon précise et plus que un chirurgien. Donc, l'IA nous dépasse, il va falloir que vraiment on aille vers des endroits où l'IA n'est pas. Au-delà de l'école, vous parlez aussi du contexte qui doit s'adapter, c'est-à-dire le contexte du numérique, le contexte technologique, etc. Est-ce que vous sentez que le Bénin se prépare à ce niveau-là au moins? Oui, si vous regardez, si vous lisez le PAG du gouvernement du président Patrice Talon, de son PAG pour le quinquennat 2020-2026, vous aviez une liste de toutes les réformes qui ont été faites durant le quinquennat passé et des réformes qui sont en cours d'être effectuées. Et là, on voit très bien que le gouvernement, c'est vrai, il est dans cette optique-là, oui, je pense qu'avec la réforme en cours, je pense que le Bénin a une chance de s'insérer, d'occuper une place importante dans la révolution du numérique en Afrique. Et c'est même l'un des buts du projet Enseignement City que le gouvernement a initié. C'est pour placer le Bénin dans le top 100 de l'indice mondial de l'innovation en Afrique. Voilà, donc je pense que... Parce que le contexte, oui, on est en train de bien préparer. C'est seulement l'école qui n'est pas encore bien réveillée à votre avis? Oui, l'école vraiment, osons le mot, l'école est au pied du mur. Oui, mais les jeunes aussi ne sont pas très emballés justement dans ce, je dois dire, dans ce tourbillon de mutation là. On a l'impression que tout ce que les jeunes tirent justement de cette affaire donc de mutation, c'est essentiellement les mauvais métiers comme l'arnaque, etc., etc. Ouais, ouais, exactement, vous avez raison, il y a plein d'arnaques aujourd'hui qui existent. Et là, oui, il va falloir qu'on ait des gens qui pourront sécuriser ça crée justement d'autres emplois, ce que vous semblez refuser au départ. Oui, voilà, la cybersécurité qui n'existait pas, le nombre de la police va se renforcer. Mais exactement, oui. Est-ce que, en fait, vous parlez, là maintenant c'est vrai, maintenant imaginez un instant, le serveur dans un restaurant par exemple qui a été remplacé par un automate. Est-ce que ce serveur pourra commencer, est-ce que les métiers qui vont apparaître lui permettront de se réadapter? Mais non, parce que l'automate qui le remplacera le mettra directement au chômage. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens, ou bien la majorité des personnes qui vont se retrouver au chômage avec la robotisation des tâches feront pour gagner leur vie? Donc c'est ça la question importante. Beaucoup de métiers en numérique vont apparaître, mais ces métiers ne sont pas accessibles à tout le monde. Ces métiers, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais pour les autres dont le métier va disparaître, va disparaître, comment est-ce qu'ils peuvent se prendre? Ils vont s'adapter, non? On a des mécaniciens Piaggio qui sont devenus mécaniciens Bajaj, puis après, etc. Enfin, ils vont se réadapter dès lors que se produit. Mais vous ne croyez pas à l'adaptabilité de l'homme? Si. En fait, c'est justement le but de mon livre. Il faudrait qu'on... En fait, d'abord le but là, c'est d'abord d'attirer
l'attention de la population sur ces nouvelles technologies-là, afin qu'ils se préparent, afin que nous nous préparions pour cette révolution-là. Donc, si, je crois vraiment à cette adaptabilité de l'homme. Mais vu la situation actuelle, Qu'est-ce qui vous rend si pessimiste? vous dites? Qu'est-ce qui vous rend si pessimiste? Bon, est-ce que je dirais que je suis pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste, oui. Je crois à la capacité d'adaptation de l'homme. Mais ce que je crains le plus, c'est que j'ai l'impression que la jeunesse aujourd'hui, ou bien la population en général, n'a pas encore compris l'importance de ces nouvelles technologies-là. Et c'est surtout cela que je suis en train de craindre. Et comment est-ce qu'il faut justement l'amener à se réveiller, à se rendre compte de ce changement qui se fait? Comment est-ce qu'il faut l'amener? C'est vrai, vous avez écrit un livre, mais tout le monde ne lit pas. Hein? Ouais. Quel est le travail qu'il faut faire? C'est d'abord d'éduquer, voilà, de les éduquer. Et j'avais proposé une solution. Laquelle? J'ai proposé l'entrepreneuriat. Et c'est vrai aujourd'hui, est-ce que déjà, vous voyez, nous sommes d'après des études, la population africaine, bon, le continent africain est le continent dans lequel on aura vraiment une explosion démographique dans les années à venir. Et déjà, ce continent a du mal à trouver de l'emploi aux jeunes sortants. Et avec tout ça, comment est-ce que vraiment, en fait, pour les réveiller, ce que je propose simplement, c'est qu'ils enlèvent de leur tête, en fait, qu'ils revoient leur concept à la sortie de l'école, qu'ils ne se disent pas qu'ils vont trouver un emploi salarié, sinon ils seront déçus parce qu'il n'y aura pas d'emploi. Bon, comme ça, disponible voilà, avec... Donc, c'est vrai. Et en parlant de l'entrepreneuriat, vous savez qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat classique que nous connaissons, c'est-à-dire un bâtiment avec Internet et tout. Mais le problème avec ce type d'entrepreneuriat, c'est que ça va vous prendre du temps, ça va prendre de l'argent. Il faut beaucoup de temps pour avoir l'idée, la mettre en place et tout. Et sans oublier le risque d'échec. Parce qu'aujourd'hui, des études ont montré que 95% des entreprises que vous lancez, 95% des entreprises que vous lancez disparaissent 5 ans après existence. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que le domaine, il faut vraiment lutter d'abord pour s'en sortir. Ce n'est pas un domaine très très facile. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas les moyens pour se lancer dans ce type d'entrepreneuriat. Bon, par exemple, on nous dit seulement ceux qui ont réussi dans ce type d'entrepreneuriat, mais on ne nous dit pas la majorité de ceux qui se sont lancés et qui ont échoué. Et donc, le problème aussi avec la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que, en fait, leur but, c'est de créer des entreprises qui, demain matin, commence pas à engager des milliards. Voilà. Or, c'est pas ça, en fait. Alors, s'il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat classique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je propose un secteur qui a connu aussi un essor avec la révolution de l'Internet. Le marketing des réseaux, encore appelé la vente directe, certains l'appellent en anglais le network marketing. Alors, c'est un secteur qui s'est véritablement révolutionné aujourd'hui avec la révolution du commerce électronique et qui a changé beaucoup de choses. Et c'est un secteur qui, depuis plus d'un siècle, est le seul secteur à l'abri d'une récession économique. Ah bon? Ouais, la preuve, durant la période de la pandémie de la Covid-19, où beaucoup d'entreprises ont fait faillite, c'est le seul secteur où on a constaté encore une augmentation de son chiffre d'affaires. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas encore ce qu'est le marketing réseau ou bien le network marketing. Je ne dis pas qu'ils ont tort. En fait, je ne les accuse pas pour ça parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école, on n'enseigne pas ça à l'école, c'est vrai. Et il faut dire aussi que cette entreprise ou bien cette industrie a eu sa part d'individus, a eu sa part
d'individus attirés par la part de gains faciles. Et beaucoup de controverses entourent cette façon de mener à bien les affaires. Mais quand vous prenez un peu du recul, vous verrez que c'est un système socialement responsable qui a à cœur d'aider les gens, d'aider les personnes qui ont envie de réussir. Et je précise aussi que aujourd'hui sur le terrain, il y a beaucoup de formes d'arnaque. En fait, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle le marketing réseau, le vrai marketing des réseaux et les systèmes pyramidaux. Le marketing des réseaux, c'est reconnu et légitime comme un modèle commercial. Apparemment, vous êtes un grand admirateur du marketing réseau et vous y croyez fermement. En fait, je suis un réseauteur. Je suis un réseauteur. Bien vrai, vous pouvez être étonné du fait que je parle subitement d'intelligence artificielle et je parle aussi du marketing des réseaux. Ça peut vous sembler un peu bizarre. C'est vrai, je suis passionné de la technologie et même je code. Mais pour la majorité des personnes qui ne pourront pas s'adapter à cette limitation, je trouve que le marketing aujourd'hui, c'est une opportunité pour eux de s'en sortir. Et il ne faudrait pas confondre le marketing des réseaux au système pyramidal. C'est ça. Allez, un mot pour finir rapidement cet entretien. Ok, un mot, je dirais à la population ou bien à la jeunesse, c'est vrai, il ne faut pas rester loin et accuser à tort une entreprise. Quand vous parlez du marketing de réseau, cherchez à comprendre de quoi il s'agit réellement. Cherchez à comprendre le but de cette industrie parce que c'est une entreprise à part entière. Et comme toute entreprise, ce n'est pas une machine à donner rapidement de l'argent, mais c'est un moyen sûr pour se faire de l'argent. Moi aujourd'hui, je suis dans ce secteur-là. Ce n'est pas pour durer. Je suis en train de créer une entreprise, un système de distribution dans le domaine du marketing de réseau pour pouvoir avoir une plateforme financière solide afin de me lancer dans mes propres projets personnels. Parce que j'ai des projets personnels dans le domaine du numérique, dans le domaine de la santé. Et pour ça, il me faut beaucoup d'argent, il me faut énormément d'argent. Et donc, cela constitue un tremplin pour vous qui êtes ambitieux et qui avez envie de faire de grandes choses. Le MLM, c'est une grande opportunité pour vous de vous prendre en main. Oui. Merci beaucoup, Dalino, Steve Goudou. Je rappelle que vous avez publié Intelligence artificielle, perspective d'emploi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Bon week-end.